Ah, une semaine qui démarre comme ça, une petite manita pour démarrer la semaine. Putain, j'ai envie de m'enflammer. Mais j'ai envie de m'enflammer, Gringo. Allez, il y a mon ami Gringo qui est avec moi. Gringo, je peux m'enflammer ou je m'enflamme pas? Ah, on va encore rester prudent pour l'instant, Je veux mais m'enflammer. Je veux m'enflammer. ah, Enflamme-moi, bordel de merde. on sort vraiment, vraiment, vraiment d'un très, très beau match encore et surtout dans la continuité. Dans la continuité de ce qu'on fait depuis plusieurs semaines et c'est ça le plus important parce que ça annonce vraiment une belle, belle année 2025. Mais tu sais que, Gringo, bien évidemment, on va vous envoyer un jingle, mais il est un peu différent celui-là de jingle. Parce que quand j'ai envie de m'enflammer, ben, je vais vous mettre quand même ce jingle-là. Parce que je pense qu'on risque de le garder avec Naïm pour chaque victoire de l'Olympique de Marseille. Pensez à les pouces, les pouces, les pouces, les commentaires, les gars, pour faire référencer la vidéo. Vous êtes des monstres. J'ai trouvé le match catastrophique. J'ai trouvé le match de l'OM catastrophique. Voilà. Ils sont catastrophiques, c'est le gardien les qui est énorme. Marseillais. C'est Rouli Ils qui est sont énorme. Mais oui. Ah, Naïm, on rappelle que cette vidéo est parue après quoi? Ah, c'est un mix de ces deux réactions après les matchs contre Monaco et contre Lille. Incroyable. Ah, c'est. Incroyable. Incroyable. Cette vidéo, elle est tellement exceptionnelle que les gars, vous nous dites-nous en commentaire, les gars, si vous voulez qu'on continue à la mettre, celle-là, parce que ça montre bien à quel point l'OM a un traitement médiatique parfois bien différent des autres clubs. Naïm, on a vécu une soirée magnifique. Ouais, ouais, clairement. Surtout que c'était un match à danger parce qu'on en avait parlé toute la journée, toi et moi, en regardant les résultats précédents. On avait vu que non seulement par le score et par la manière, les soi-disant petites équipes ont énormément bousculé les grosses équipes. Hein. Saint-Etienne a totalement dominé Reims. Montpellier a perdu mais a surdominé Lyon. Lille a fait match nul contre Nantes. Lens a perdu à domicile contre Toulouse. Donc voilà, ça avait tout du match piège. Donc le bilan à la fin de cette journée, c'est de dire Le Havre était très faible. Mais en théorie, toutes ces équipes qui ont gagné, elles étaient faibles aussi. Ah, mais moi, Naïm, personnellement, j'ai vécu une soirée incroyable. J'ai envie de le partager aussi avec tous nos abonnés. On a la chance, pour ceux qui nous suivent sur Twitter, ils le savent déjà. Moi, j'ai une association qui s'appelle Très Solidaire. Vous pouvez nous aider. Je vous mettrai le lien en commentaire pour ceux qui veulent faire des dons à notre association. On vient en aide tous les week-ends aux personnes qui vivent dans la rue, donc qui sont SDF sur Marseille. Et très, très souvent, je rencontre donc tous les samedis, ces gens-là qui sont totalement fans de l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire que même dehors, même sous le froid, à chaque fois qu'ils me voient, ils me disent alors, bon, quand l'OM y perd, alors, tu vois, je t'ai dit qu'ils étaient bidon l'OM, et là, quand l'OM gagne, oh, tu penses qu'on peut aller chercher le titre? Et donc, grâce à la générosité des gens sur les réseaux sociaux, on nous met à disposition pas mal de places quand les gens ne peuvent pas se rendre. Et hier, j'ai eu la possibilité d'amener des personnes au stade Vélodrome, donc qui vivent dans la rue. Et je peux te dire que sur le but, quand l'OM a marqué, il n'y a plus de notion de je vis dans la rue ou quoi. C'était un pogo exceptionnel. Et franchement, j'ai passé une soirée mémorable et un score incroyable. Naïm, 5-1 au Vélodrome. C'est. Il y a un truc que je voulais te montrer, Naïm, un truc important que je voulais te montrer, tu vois, par rapport au score. Moi, j'aime bien aller voir après parce que nous, toi et moi, on était au stade. Donc, du stade, on n'a pas la même vision. Et je me suis rendu compte que les stats, Naïm, est-ce que tu te rends compte que l'expected goal, à la mi-temps, c'est celui de la mi-temps, celui-là. On est à 0,52 en but. Alors, on gagne 3-0 à la mi-temps. Hein. Ouais, ouais. C'est pour ça que tu sais que je vais pas dire que je suis allergique aux statistiques, mais je fais très très attention et j'aimerais qu'on sorte un peu du culte de la statistique qu'il y a depuis plusieurs années dans le football. Après, la réalité, c'est que c'est vrai que des occasions très très franches, on n'en a pas eu énormément, mais ben, c'est encore une fois du fait du style de jeu de l'adversaire et qui rend forcément les débuts de match assez compliqués. Et ça, ben, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment vraiment illustrer aujourd'hui, parce que tu sais, on parle très souvent donc de ces fameux blocs bas, de la difficulté face aux équipes qui viennent avec le bus. Donc Didier Digard, entraîneur français, philosophie totalement française. Il vient avec ses lignes regroupées. Non, Et mais vraiment, ce que j'aimerais vraiment montrer, c'est que s'il y a des gens qui ne sont pas, et je pense qu'il y a énormément de supporters de l'OM qui ne sont pas forcément des footballeurs, qui n'ont pas l'habitude de jouer des matchs d'un certain niveau. Et je voudrais vraiment montrer à quel point c'est difficile de trouver des espaces contre ces équipes-là, en particulier en début de match, quand ils ont encore en fait la fraîcheur physique et mentale pour refermer les espaces. Là, ce ouais, plan, et il même est, Naïm, il est, il ce plan, il illustre bien, et on est- va même aller plus loin. Le stade n'a jamais été habitué à la patience. C'est-à-dire que le jeu de l'OM, on n'a jamais eu une culture du football type Barça, tu vois, parce que le jeu qu'a l'OM aujourd'hui,
ça ressemble vraiment à ce que faisait le Barça, peu importe les entraîneurs qu'il y a pu avoir au Barça des dernières années. Il y a une énorme phase de possession pour pouvoir bouger le bloc à droite, à gauche, à droite. Et ça demande une qualité technique dans des espaces très, très, très réduits. Et je voyais des gens, moi, au stade à côté de moi, faire… Dès que ça revenait, ça repartait, ça revenait, ça repartait, je sentais l'impatience monter parce qu'au bout de 23 minutes, il y avait toujours 0-0. Ouais, c'est quelque chose qu'on montrera encore un peu plus tard encore dans notre vidéo, mais totalement. Et en fait, il faut qu'on apprenne la patience. Et même, si tu veux, même quand je revois le match après pour l'analyse, quand j'écoute Benoît Chéreau, qui est pourtant quelqu'un que j'adore, forcément, vu le joueur que c'est à l'OM, tu vois, il est beaucoup dans la critique parce qu'il voudrait, en fait, il voudrait que l'OM joue comme lui, il veut. Et c'est pas ça, c'est pas ce qui se passe. Et ça, on dirait que ça vexe que ça joue de la manière dont veut De Zerbi et que ça gagne de cette manière-là, en fait. Parce qu'au final, face à ce bloc-là, pour créer des espaces, eh ben, il faut l'user. Il faut l'user. Et là, vraiment, ce que je voulais vraiment montrer, c'est ça. Regarde un peu cette densité, regarde le peu d'espace. Je veux bien qu'on fasse des gros débuts de match, qu'au bout de 5 minutes, on mette 2-0 à un adversaire, mais tu le trouves comment? L'espace. Et tu sais que Naïm, là, tu le montres à l'image. Moi, j'ai eu l'opportunité pour une fois j'étais pas dans les virages, donc en gagné, et j'étais vraiment collé proche du gardien, en gagné, en bas. Et en fait, je voyais l'alignement des deux lignes défensives, et avec pour point d'ancrage André Ayou. Et je me suis dit, mais Edgar, à quel moment, si tu as regardé le match d'Auxerre contre l'OM Vélodrome, si tu as regardé Angers, si tu as regardé Reims au Vélodrome, à quel moment tu peux penser une seule seconde que tu vas venir contrarier la tactique mise en place par Roberto De Zerbi, tellement il n'y avait aucune vitesse chez eux. Oui, en plus de ça, clairement. Donc, en plus, ça les rendait inoffensifs sur le peu de contre-attaques qu'ils avaient. Mais tout l'enjeu, pour lui, il n'était pas là. Tout l'enjeu, c'était de fermer. Et là, regarde cette densité. Regarde, on est à la 12e minute. On est en train de construire une action côté gauche de l'attaque. Quelle solution tu as en fait, si tu veux faire du jeu rapide, si tu veux, comme tu dis, si tu veux pas avoir cette patience-là, si tu es impatient, si tu veux attaquer rapidement, comment tu fais? Comment tu fais, à part avoir une maîtrise technique hors norme et tout jouer à une touche de balle et tout décaler au millimètre près? Là, tu vois, en fait, tu vois cette densité, tu vois les joueurs avrés qui viennent fermer. Exactement la même chose de l'autre côté. Ils peuvent se mettre à 5 pour fermer un couloir. Ouais, tu vois, et bon, alors, dans l'axe, je t'en parle même pas. Ça se resserre rapidement. Donc, tu as dit le mot juste. Avec cette vidéo-là, je voulais vraiment mettre ça en évidence. C'est très, très difficile face à ces équipes-là, peu importe le niveau technique de l'adversaire. En Ligue 1, ils sont tous costauds physiquement. Ils sont tous capables d'aller vite, de fermer des espaces rapidement défensivement. Ils ont tous des beaux gabarits. Donc, c'est très, très difficile. Et donc, c'est exactement ce que tu dis. Il faut de la patience. Et on va le montrer encore un peu plus tard. Il faut de la patience dans la construction. Mais par contre, par rapport à ce que tu disais, par rapport à Auxerre, qu'est-ce qui a énormément changé par rapport à Auxerre, excepté la confiance? C'est la manière dont on récupère le ballon. Ah, mais tu peux le mettre derrière, hein, la deuxième vidéo sur le… Moi, Naïm, j'avais envie de mettre une image. J'ai demandé à Grok sur Twitter de me créer l'image. Je n'ai pas réussi à la choper, mais de la tête de Tudor avec la tête de Bielsa. Sa tête de Tudor plus Bielsa donne Roberto De Zerbi. Parce qu'en fait, on retrouve Sampaoli aussi. Hein. Il y a du Sampaoli dans la construction. Il y a du Bielsa et en fait, c'est le mix. Donc, il y a l'amour du joueur de Sampaoli et de la possession de balle de Sampaoli. Il y a le pressing de Tudor, l'envie d'aller le chercher très, très rapidement avec l'agressivité sur le porteur de balle. Et il y a ce côté perfectionniste de Bielsa. Ouais. Tu vois, c'est vraiment, en fait, on a l'impression qu'il corrige les défauts de Sampaoli, Tudor et Bielsa. Donc, le côté humain, un peu pour Bielsa et pour Tudor, c'était un peu ce côté humain, peut-être un peu trop franc, un peu trop rigide. Pour Bielsa, c'était ce côté jusqu'au boutiste que n'a pas De Zerbi, contrairement à ce qu'on nous a dit. Parce qu'il a su s'adapter, changer sa tactique, changer ses joueurs. Et bien sûr, il y a vraiment plus de verticalité, plus d'agressivité sans ballon qu'avec Sampaoli. Et Naïm, juste avant d'aller sur le pressing, choix fort du coach avec la blessure d'Holberg et de lancer Bilal Nadir sur le terrain.
Ouais, fort oui et non. Alors pour ceux qui qui ne sont pas dans l'intimité de la Minute OM, toi et moi, quand on en parlait avec les autres membres de l'équipe, qui nous disaient tous avant le match, il n'y a pas Hubert, que ça sera certainement Ro qui va jouer. Tous les deux, on a dit non, ça sera Koné, peut-être même Nedir, parce qu'au final, on le voyait pas changer une stratégie qui a révolutionné son jeu et qui gagne depuis 5 matchs avec la manière. Donc, il a mis au final, il a cherché le joueur qui était le plus proche de pouvoir rentrer dans ce système sans changer les autres de place. Et finalement, c'est Nadir peut-être plus que Koné, je pense, pour ses facultés défensives. Après, peut-être que Nadir a montré plus de choses à l'entraînement que Koné et que ça a compté. Mais Nadir me paraît plus agressif dans la récupération du ballon, même si Koné, hier, dans ce domaine-là, il a été bon. Et je pense que c'est ça, mais en tout cas, nous ça nous a pas surpris finalement. On l'avait annoncé avant le match que ça se jouerait entre Koné parce qu'on avait lu pas mal sur les réseaux, on voyait Ro passer sur le couloir. Mais en fait, il faut comprendre, et ça c'est vachement intéressant, Naïm, de se dire que la star à l'OM, c'est le collectif. Il faut vraiment se rendre compte. C'est important. C'est vachement important de se dire chaque joueur, il a un rôle bien défini. Je me suis régalé de l'interview d'après-match de Neil Maupay. Parce qu'il lui pose la question, il dit, vous savez, vous avez marqué alors que vous avez touché juste 12 ballons. Donc il dit, ouais, c'est vrai que j'ai un rôle difficile. Il n'a pas dit un rôle ingrat. Il a dit un rôle difficile, c'est-à-dire que l'entraîneur ne veut pas que je rentre dans le cœur du jeu, parce que sinon, je réduis l'espace disponible pour mes coéquipiers. Exactement. Et tu sais, tu lis souvent que Greenwood n'a pas été top, que Rabiot n'a pas été si top que ça. Mais en fait, les gens se rendent pas compte que dans cet OM-là, tu ne peux pas juger que de la qualité individuelle du joueur, que de la prestation, que de la différence individuelle qu'ils vont faire, mais vraiment de ce qu'ils apportent au collectif. Et ils sont juste excellents. En fait, c'est Gourcuff ou c'est Denouex qui disait à l'époque, mon entraîneur préféré qui était un très très bon entraîneur, qui disait quand on lui parlait de duel, etc., il lui dit mais quel duel? Il dit dans ma vision parfaite du football, il n'y a pas de duel. Dans le sens où ce qui veut dire, c'est que si chaque joueur se déplace au bon moment, que tu donnes la passe au bon moment et que tu es juste techniquement, au final, tu n'as jamais besoin de faire des différences individuelles. C'est tout dans le collectif. Et là c'est un peu ça. Donc c'est vrai qu'on voit moins Greenwood percuter en 1 contre 1 il joue plus dans le même poste en plus. Il joue plus dans le même poste aussi. Il joue plus dans le même poste. Mais alors, dans la construction du jeu, dans les prises de balles, dans les changements de jeu, les transversales pour basculer d'un côté à l'autre qui arrivent dans les pieds du joueur. Donc vraiment, moi ce que je vois en ce moment, j'adore ça et je comprends un petit peu quelque part cette fameuse impatience parce que c'était culturellement comme ça au Vélodrome, mais il faut vraiment que les gens le réalisent parce que j'arrive pas à comprendre. Il y a encore autant de critiques sur De Zerbi et il y en a énormément. Tu comptes pas le nombre de personnes à qui j'en parle et qui me disent moi j'ai du mal avec ce jeu-là et je trouve que ça c'est une folie. Et comme tu disais, ce qui a énormément changé, c'est vraiment par rapport au match d'Auxerre, c'est ce pressing. Parce que on va le mettre, à la perte du ballon, là, l'adversaire, il ne respire plus, justement. Et on disait, face à ces équipes-là, qui sont faibles techniquement, il faut aller presser haut. Et on voit, tu vois là que Merlin, il va faire un gros sprint de suite pour aller fermer l'espace. Il pourrait rester en position basse. Regarde Rabiot aussi, qui donne de la voix, du geste, qui y allait, là, il faut aller bloquer dans l'axe. Donc, il y a une fermeture dans l'axe. On se retrouve avec 4 Marseillais qui les enferment complètement dans le coin. Et finalement, le défenseur, il regarde où il se retrouve sur une action où il était face au jeu à la base dans la construction. Et Koné va pouvoir récupérer le ballon. Et ça c'est vraiment ce geste qu'a fait à un moment donné Rabiot. Ça permettait de guider le joueur manquant qui aurait pu permettre au Havre de sortir parce qu'il y avait leur capitaine qui était seul. Et ça, on l'a retrouvé vraiment tout au long du match, avec un pressing. Regarde la position de Greenwood, l'attitude de Greenwood. C'est pas quelque chose qu'on voyait en début de saison, ça, défensivement, sur Greenwood, d'être concentré sur le porteur. Et encore une fois, on renferme avec du monde. Très important sans ballon, Greenwood. Il a un rôle très, très important. Exactement, et même toute l'équipe. Mais c'est vrai que Greenwood, finalement, c'est le premier à presser avec Maupay. Donc, son rôle est important. Et là, à chaque fois, en plus, ça nous permet de récupérer un ballon et de toucher un joueur directement sur la récup. Donc, en plus, on est dangereux. Donc là, la remise est ratée. Mais sinon, on avait Ro qui se retrouvait face au jeu si Wai réussissait sa remise. Et par contre, Wai, justement, sur son entrée, il n'a pas tout réussi dans le jeu. Mais alors, du stade, puisqu'en plus, je suis virage nord, donc c'était devant moi en deuxième mi-temps. Ouais, vraiment, l'attitude, le pressing, l'envie qu'il mettait. Il a joué tous ses ballons en sprint. Mais tu sais que, comme il l'a dit, Maupay, c'est un peu un gardien de but, en fait, le rôle de l'attaquant sous De Zerbi. C'est-à-dire qu'il doit être concentré. Il ne va pas toucher beaucoup de ballons.
Mais par contre, il doit être décisif au moment où il va le toucher, un peu comme un gardien. C'est ça, sachant que par contre, à la différence d'un gardien, lui, tout le long du match, il doit être en mouvement pour emmener le défenseur, pour les gêner, pour créer des espaces. Et là on voit Wai donc, qui déclenche ce premier pressing. Et derrière, ça va être suivi. Les offensifs, ils sont attentifs. On est à la 85e minute, tu vois. Il y a 5-1, tu pourrais relâcher un peu ce pressing, mais non. Non, on a été du début à la fin concentrés. On a encore 4 joueurs là, regarde sur le côté, qui sont concentrés sur ce pressing-là. Et en fait, ça c'est une autre chose qu'a rajouté De Zerbi, c'est l'exigence à l'excès. Et ça, tu vois, quand on en parlait au début de l'année de certains joueurs qui étaient bons sur le terrain, mais que l'OM n'a pas voulu garder, on en parle souvent, hein, de Mbappé, de Mbemba, de Verretou. Et il y avait peut-être de ça. Il y avait peut-être vraiment ce manque d'exigence au quotidien, pas uniquement le jour de match. Le seul qui avait cette exigence-là et qui aujourd'hui a montré à tout le monde qu'il est encore le patron de ce milieu de terrain-là. On a souvent parlé de Range-Tout. Mais moi, je vais l'appeler Rangio ou Range-Bio, tu choisis maintenant. Mais entre Adrien Rabiot et Valentin Rangier. Rangier Rabiot hier. Rangier Rabiot hier, c'était c'est un festival pour moi. Les deux meilleurs joueurs sur le terrain et de très très loin, c'était Rangier et Rabiot, parce qu'ils ont une activité. Et je regardais les stats, je vous les mets à l'image pour Valentin Rangier. 98 ballons touchés, 95% de passes réussies dans le match. Un nombre d'interceptions. Et regarde sa position, il a joué très très haut sur le terrain. Le nombre de ballons qu'il a récupérés en première lame ou en deuxième lame, mais tu respires. Mais je sais, les gens me disent, ouais, mais t'en fais trop avec Rangier. Parce qu'en fait, j'arrive pas à comprendre comment vous ne pouvez pas voir l'importance de ce joueur et la qualité technique qu'il a dans les très petits espaces. Les gens ne comprennent pas que c'est ça la qualité technique. Tu sais, Coro, qu'on a invité pour l'avant-match du Paris Saint-Germain, donc dans son après-match d'hier, du match de l'OM, donc c'est quand même un supporter parisien, même si c'est quelqu'un de très objectif. Et il dit, pour moi, Rongier, c'est le joueur le plus sous-coté de France. Ah ben oui, nous on le voit. Mais moi, tu sais que ça me rend... parce qu'on en rigole sur les réseaux sociaux, parce que voilà, il y a les anti, les pros. Mais quelque part, je me dis, vous aussi les gars sur le chat, n'hésitez pas à commenter sur ça. Parce que peut-être que nous, on est dans l'excès, ou moi, je suis dans l'excès parce que j'aime pas l'injustice pour des joueurs qui sont... peu importe l'adversité, ce mec-là a des qualités que les gens n'arrivent pas à voir. C'est ça, moi, Naïm, c'est ça qui me choque. C'est-à-dire que les gens ne voient pas à quel point il a une qualité technique. Dans les petits espaces, les prises de balles, sous pression, c'est un joueur, pour moi, il fera partie de ces joueurs, tu vois, qui seront sous-cotés toute sa carrière, malheureusement. Je vais dire, c'est un Giroud version milieu, quoi. Tu vois ? Ouais, parce que on est particulièrement maintenant, une génération qui glorifie que les exploits individuels. Et d'ailleurs, ça rejoint un peu ce que je te disais sur Greenwood et Rabiot. Tu vois, on attend de ces joueurs-là parce que c'est des grands joueurs, qu'à chaque match, ils dribblent des joueurs, qui mettent des frappes en lucarne. Mais c'est pas ça le foot. C'est pas ça le foot, en particulier dans un collectif aussi bien rodé. Et de toute façon, c'est simple. On a cette série de victoires depuis que Rongier est là. C'est pas le seul facteur. Il y a eu beaucoup d'ajustements. Mais tu sais, on était très exposé à la perte du ballon. Et si on l'est moins, par contre, ça, je pense qu'il y est pour beaucoup parce qu'il est toujours bien placé, qui gratte énormément de ballons. Et comme tu disais, ces prises de balles dans les petits espaces, et ça, on va la voir dans la dernière vidéo, ça fait énormément de différence. Alors, c'est vrai que sur la quantité d'un match, il y a beaucoup d'actions de construction qui peuvent être lentes, mais il y a justement, c'est aussi ça ce que je disais tout à l'heure, c'est comme ça que tu décales un bloc très bas et que tu arrives à créer quelque chose. Là, c'est une action qui part, regarde, donc 41-57, qui part de Balerdi, et il va y avoir toute une action à une touche de balle entre Rabiot et ça doit être Greenwood sur le côté. Donc on construit jusqu'à qu'on trouve justement la Rabiot, et Rabiot va réussir une touche de balle, voilà, sans ralentir, sans pousser trop loin le ballon, alors qu'il y a un joueur dans son dos, un joueur devant lui, donc il a une marge de manœuvre très limitée. Prise de balle parfaite, il bascule le jeu, donc on était un peu plus côté droit dans la construction, on bascule côté gauche.
malgré tout, tu vois que ça se referme, comme je disais tout à l'heure, hein, beaucoup de joueurs. Mais Cornelius a la très très bonne idée de rebasculer de l'autre côté. C'est totalement ce que tu disais. Décaler un bloc en le faisant coulisser de droite à gauche. Là, on voit que c'est horrible quand tu défends. C'est horrible quand tu défends. Exactement. Et surtout quand ça fait 42 minutes que tu n'as pas touché le ballon. Parce que devait être à 80% de possession de balle ou pas loin. Et ce très bon renversement va pas totalement encore créer un décalage, puisque là, c'est encore du 1 contre 1. Mais celui qui va créer le décalage, c'est Murillo. Il part de loin. Hein. Il part de loin, mais il doit faire... On en parlera, Naïm, dans les vidéos, dans les semaines qui viennent avec l'arrivée de Luis Felipe, parce qu'on entend beaucoup de choses autour de ce joueur. On le verra à l'œuvre, bien évidemment. Le coach le voulait, donc ça doit être un joueur de qualité. Mais Murillo, qui a eu un début de match assez compliqué, il a eu pas mal d'approximations techniques. Bon, ça arrive, hein. Mais par contre, il a un apport. En fait, quelque part, c'est un défenseur central qui joue ailier et qui joue latéral droit et qui joue au milieu. Et en fait, qui permet à Luis Enrique soit de pouvoir rentrer intérieur et chercher l'appui avec Rabiot ou avec Greenwood, ou soit centrer et déborder, centrer au deuxième poteau. Donc regarde dans la surface combien de joueurs 1, 2, 3, 4, 5, allez, quasiment, il y a 6 joueurs dans la surface de réparation. Exactement. Et là, ça va être à l'envie parce que c'est les deux petits qui se retrouvent là et qui vont gagner leurs deux duels à la tête. Tu vois donc la fin de l'action 42-21. Donc on a mis pendant 30 secondes, ce qui est très long, le Havre n'a pas touché le ballon. Ouais. Pendant 30 secondes, on les a basculés de droite à gauche pour revenir. Et donc, on leur a fait très très mal. Alors, il y a une autre solution, comme on en parlait au début, c'est d'avoir une justesse technique totalement phénoménale et quasiment jamais vue. Et là, ça se voit avec donc très bonne remise de Mopé sur une bonne passe de Rabiot. Mais là, quand Greenwood touche le ballon sur cette action-là, là, il a son défenseur qui le colle, il est dos à la cage et il est entre 4 joueurs avrés dans un espace très, très, très restreint. Donc là, pour le commun des mortels, normalement, l'action est terminée. Mais sa prise de balle, sa vitesse gestuelle fait qu'il arrive à se remettre un petit peu dans le sens du jeu. Puis après, la passe, elle est incroyable. C'est du génie pur. Ça aurait pu être un but incroyable si la malchance n'avait pas laissé taper la barre. Mais tu sais que tu te souviens quand on regardait Brighton, moi j'avais été choqué quand on avait préparé les matchs de Brighton et tout, on regardait. Je me disais, mais punaise, mais ils arrivent à faire des choses techniquement dans des espaces très réduits. Et pour autant, il n'y avait pas des équipes qui jouent à 5 derrière, tu vois. Mais ils avaient cette justesse technique dans la passe. Et je pense que c'est ça le plus important dans le foot de haut niveau et ce qui fait de Manchester City à l'époque une équipe injouable, c'est de la justesse technique dans les petits périmètres. Ouais, c'est sûr, surtout face à ces blocs bas, c'est ce que tu dois être capable de faire et on progresse énormément dans ce domaine-là. Les actions qu'on a fait hier, c'était intéressant dans le sens où il y avait beaucoup de variété. Un petit défaut que je nous reprochais, c'était justement de manquer parfois d'appel en profondeur. Alors c'est très dur face à des blocs bas, mais des fois il y a l'opportunité. Et là, cette opportunité, on l'a très très bien saisie parce que on voit que là, pour le coup, il y a un peu plus d'écart entre les lignes. Ils sont moins resserrés. On voit la différence entre les deux défenseurs. Et Murillo, il y a un excellent appel de Greenwood. Il y a un peu d'espace dans le dos, ce qui a été très rare hier. Et le ballon de Murillo va être vraiment, vraiment parfait. Et du coup, tu vois qu'ils ont pris un peu d'avance sur leur défenseur. Et grâce à leur vitesse de course aux deux, ils vont la garder tout au long de l'action. Et puis après, justesse technique et surtout... Et surtout, j'ai envie de dire sens du collectif, parce qu'un Greenwood, avec la qualité technique qu'il a, dans cette position-là, il pourrait aller la tenter. Clairement. Mais voilà, la solution, le sens du jeu, et en plus le fait, je pense, de faire marquer Wai. Ils étaient tous très contents hier que Wai ait marqué. Il y a Rabiot qui a montré à tout le stade Wai en disant voilà, c'est lui, applaudissez-le. Donc c'était vraiment, vraiment encore une belle action, mais quelque chose de différent qu'il faut que je pense qu'on arrive à faire parfois un peu plus. Et là, la dernière action que je veux montrer, c'est pareil, regarde le chrono, 73-3. Donc là, c'est tout le résumé de ce qu'on a dit depuis le début. C'est malgré la densité adverse, faire basculer en permanence de droite à gauche. Donc là, on est parti une première fois à gauche. On voit que le bloc reste en place, donc on revient dans l'axe. Par 4-0, il reste à 5 derrière. Exactement. On retourne. Là, tu vois, tu as le Havre qui dit regarde, il y a un appel. On commence un peu à les déstabiliser. Il ne savent plus qui doit prendre qui. On repascule de l'autre côté. On revient côté droit. Et là, la ligne elle commence à être distendue. Et il commence à avoir un gros écart dans l'axe qu'on n'avait pas au tout début de l'action. Et il va y avoir, regarde ce défenseur. Là, lui, ça commence à être perdu. On ne sait pas qui doit prendre qui.
Est-ce que c'est pas lui qui aurait dû monter sur le porteur? Ils arrivent à 2 pour décaler. Tu vois, est-ce que c'est pas lui qui doit aller prendre Murillo plutôt que dire à son défenseur de suivre Murillo et de laisser totalement seul Enrique qui est porteur de balle? Et ça, c'est le fait donc, que depuis 40 secondes, on a le ballon et on les bascule de droite à gauche. Et bon, finalement, décalage, bonne action de Murillo. Et regarde, pareil, là, du coup, tous les défenseurs sont perdus, plus personne ne prend Garcia. Ça ne te rappelle pas de souvenirs, ça? Ça me rappelle des souvenirs, ça. Quand un latéral droit centre pour un latéral gauche, pour moi, ça me rappelle avec Klose pour Tavares sous Tudor, où on se disait qu'est-ce que c'est un régal de se dire qu'un latéral droit peut déborder. Et là, c'est même pas un latéral droit. Dans son système, il joue. Il a 3 postes quasiment, Murillo, dans le match. Il doit être bon défensivement. Il doit être capable de venir combler si ça part dans son dos. Donc, il doit venir aussi intercepter très rapidement. Il est très, très bon dans l'interception. C'est vraiment très. Tu te rends compte qu'hier, tu as 5 joueurs qui ont marqué sur les 5 buts, 5 joueurs différents. Et il me semble qu'au niveau des passes D, il y a Merlin, Greenwood et Murillo qui n'ont pas marqué. Donc, ça fait 8 joueurs qui ont été impliqués sur les buts de l'OM. Ouais, le danger vient de partout parce que c'est un collectif, justement. Et franchement, ça annonce de très bonnes choses. Maintenant, comme on a dit, comme on l'a dit en intro, moi, je minimise pas du tout cette victoire parce que tous les autres n'ont pas été capables de le faire durant cette journée. Ils se sont tous ramassés. Et donc, c'est important, malgré tout, bien sûr, que ça reste le Havre. Et on en parlait tous les deux et je te disais, là, les 3 matchs qui arrivent, pour moi, là, les 8 jours qui arrivent, c'est un vrai tournant de la saison. Parce que tu joues Rennes, tu joues surtout Lille entre les deux en Coupe de France et tu finiras avec Strasbourg qui t'avait battu là-bas et j'espère qu'on aura un gros sentiment de revanche au Vélodrome. Il y a 3 matchs qui peuvent totalement te changer ta saison parce que dans le négatif, si tu perds les 2, toute la meute qui est derrière te rattrapera, voire te dépassera et tu seras éliminé de la Coupe de France. Dans le positif, tu auras éliminé une des meilleures équipes du monde en Coupe de France qui renforcera tes ambitions. Et surtout, tu auras consolidé ta 2e place au classement avec un déplacement difficile à Rennes, avec leur mercato. Début d'année, on sent que les équipes qui étaient à la traîne repartent avec des nouvelles ambitions. Donc, 3 matchs très, très, très importants et qui, je pense, vont énormément conditionner la suite de la saison. Nous, Naïm, pour conclure, on a une très grosse semaine qui nous attend parce que on va essayer de vous présenter Luis Felipe avec notre expert Serie A avec Marco. On va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter dans le système de Roberto De Zerbi parce que c'est une arrivée surprise pour tout le monde et qui a été conclue assez rapidement et on va en parler cette semaine. Il y aura l'avant-match face à Rennes aussi derrière. Il y aura l'après-match de Rennes. Il y aura l'avant-match de Lille. C'est une très très grosse semaine qui arrive, mais en tout cas encore merci à tous ceux qui nous suivent et j'en ai croisé hier aux abords du stade qui me disent que j'attends vraiment votre débrief d'après-match parce qu'il est unique et parce qu'on est les seuls à pouvoir vraiment rentrer dans la liste tactique d'après-match. Encore une fois, merci à toi mon ami El Gringo qui nous réalise toujours cette palette aussi pointue et aussi précise. En tout cas, on kiffe, on se régale Naïm et pour terminer Naïm, quand même, juste pour le petit kiff si je puis me permettre, juste un dernier petit coup. J'ai trouvé le match catastrophique. J'ai trouvé le match de l'OM catastrophique. Voilà. Ils sont catastrophiques, c'est le gardien les Marseillais. Qui est énorme. C'est Rouli qui est énorme. Mais oui. C'est une dinguerie quand même de sortir ça, franchement. Je vais écouter du coup ton analyse d'après-match là. Je vais mal écouter, te faire un cadeau surtout. C'est des foutiques ça. En tout cas, bonne semaine à tous et on se retrouve très 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 rapidement les amis et probablement on essaiera de faire un live peut-être pour l'avant-match face à Rennes. Ou on verra. Nous on est plein de surprises avec Naïm. Mais bonne journée à tous et bonne semaine.